Les clefs, que j'avais oubliées sur la table du salon, où nous avions passé la nuit, se trouvèrent aux serrures. Cette circonstance, qui me donnait une nouvelle marque de la bonté de la bête, toujours attentive, me combla de joie. Ce fut alors que, ne doutant plus que ton aventure n'eût une suite avantageuse, je me reproche les injustes soupçons que j'avais pris contre la probité de ce généreux monstre, et que je lui demande 100 fois pardon des injures qu'intérieurement ma douleur m'avait forcé de lui dire. Sans instruire mes enfants de l'étendue de ma fortune, je me suis contenté de leur donner ce que tu leur envoyais, et de leur faire voir des bijoux pour une somme très médiocre. J'ai feint depuis de les avoir vendus, et d'en avoir employé l'argent à nous procurer une vie plus commode. J'ai acheté cette maison, j'ai des esclaves qui nous dispensent des travaux auxquels la nécessité nous assujettissait. Mes enfants jouissent d'une vie aisée, c'est tout ce que je désirais. L'ostentation et le faste m'ont autrefois attiré des envieux, je m'en attirerais encore si je faisais la figure d'un riche millionnaire. Plusieurs parties, la belle, se présentent pour tes sœurs, je les vas incessamment marier, et ton heureuse arrivée m'y porte. Leur ayant donné la part que tu jugeras à propos que je leur fasse des biens que tu m'as procurés, débarrassés du soin de leur établissement, nous vivrons, ma fille, avec tes frères, que tes présents n'ont point été capables de consoler de ta perte, ou, si tu l'aimes mieux, nous vivrons tous deux ensemble. La belle, touchée des bontés de son père et des témoignages qu'il lui rendait de l'amitié de ses frères, le remercia tendrement de toutes ses offres, et crut devoir ne lui point cacher qu'elle n'était pas venue pour rester chez lui. Le bonhomme, chagrin de n'avoir point sa fille pour appui dans sa vieillesse, n'essaya cependant pas de la détourner d'un devoir qu'il reconnaissait pour être indispensable. La belle, à son tour, lui fit le récit de ce qu'il pouvait être arrivé depuis son absence. Elle l'entretint de la vie heureuse qu'elle menait. Le bonhomme, ravi du détail charmant des aventures de sa fille, combla la bête de bénédictions. Sa joie fut bien plus grande quand la belle, en ouvrant ses caisses, lui fit voir des richesses immenses, et qu'il eut la liberté de disposer de celles qu'il avait apportées en faveur de ses enfants, ayant assez de ces dernières marques de la générosité de la bête pour vivre agréablement avec ses fils. Trouvant dans ce monstre une âme trop belle pour être logée dans un si vilain corps, malgré sa laideur, il crut devoir conseiller à sa fille de l'épouser. Il employa même les raisons les plus fortes pour lui faire prendre ce parti. Tu ne dois pas, lui dit-il, t'en rapporter aux yeux. On t'exhorte sans cesse à te laisser guider par la reconnaissance. En suivant les mouvements qu'elle t'inspire, on t'assure que tu seras heureuse. Il est vrai que tu ne reçois ces avertissements qu'en songe, mais ces rêves sont trop suivis et trop fréquents pour ne les attribuer qu'au hasard. Ils te promettent des avantages considérables, c'est assez pour vaincre ta répugnance. Ainsi, lorsque la bête te demandera si tu veux qu'elle couche avec toi, je te conseille de ne la pas refuser. Tu m'avoues en être tendrement aimé. Prends les mesures convenables pour que ton union soit éternelle. Il est plus avantageux d'avoir un mari d'un caractère aimable que d'en avoir un qui n'est que la bonne mine pour tout mérite. Combien de filles à qui l'on fait épouser des bêtes riches, mais plus bêtes que la bête, qui ne l'est que par la figure, et non par les sentiments et par les actions. La belle convint de toutes ces raisons. Mais se résoudre à prendre pour époux un monstre horrible par sa figure et dont l'esprit était aussi matériel que le corps, la chose ne lui paraissait pas possible. Comment, répondit-elle à son père, me déterminer à choisir un mari avec lequel je ne pourrai m'entretenir et dont la figure ne sera pas réparée par une conversation amusante? Nuls objets pour me distraire et me dissiper de ce fâcheux commerce? N'avoir pas la douceur d'en être quelquefois éloigné? Borner tout mon plaisir à 5 ou 6 questions qui regarderont mon appétit et ma santé, voir finir cet entretien bizarre par un bonsoir la belle, refrain que mes perroquets savent par coeur et qu'ils répètent 100 fois le jour. Il n'est pas en mon pouvoir de faire un pareil établissement, et j'aime mieux mourir tout d'un coup que de mourir tous les jours de peur, de chagrin, de dégoût et d'ennui. Rien ne parle en sa faveur, sinon l'attention que cette bête a de me faire une courte visite et de ne se présenter devant moi que toutes les 24 heures. Est-ce assez pour inspirer de l'amour? Le père convenait que sa fille avait raison, mais voyant dans la bête tant de complaisance, il ne la croyait pas si stupide. L'ordre, l'abondance, le bon goût qui régnait dans son palais n'étaient pas, selon lui, l'ouvrage d'un imbécile. Enfin, il la trouvait digne des attentions de sa fille, et la belle se fut sentie du goût pour ce monstre
mais son amant nocturne y venait mettre obstacle. Le parallèle qu'elle faisait de ces deux amants ne pouvait être avantageux à la bête. Le vieillard n'ignorait pas lui-même la grande différence qu'on devait mettre entre l'un et l'autre. Cependant il tâcha par toutes sortes de moyens de vaincre encore sa répugnance. Il la fit souvenir des conseils de la dame qui l'avait averti de ne se pas laisser prévenir par le coup d'œil et qui dans ses discours avait paru lui faire entendre que ce jeune homme ne pouvait que la rendre malheureuse. Il est plus difficile de raisonner sur l'amour que de le vaincre. La belle n'eut pas la force de se rendre aux instances réitérées de son père. Il la quitta sans avoir pu la persuader. La nuit déjà beaucoup avancée l'invitait à prendre du repos et cette fille quoique charmée de le revoir ne fut pas fâchée qu'il lui laissât la liberté de se coucher. Elle fut ravie de se trouver seule. Ses yeux appesantis lui faisaient espérer qu'elle allait en dormant bientôt revoir son amant chéri. Elle était dans l'impatience de goûter ce doux plaisir. Un tendre empressement marquait la joie que son cœur attendri pouvait ressentir d'un si beau commerce. Mais son imagination frappée, en lui représentant les lieux où d'ordinaire elle avait des entretiens charmants avec ce cher inconnu, ne fut point assez puissante pour le lui faire voir comme elle l'avait désiré. Sixième partie. En mars